Voilà, il est l'heure. On va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux et de la santé mentale des jeunes. C'est Fanny Panichelli du réseau et Maxime Rézibois du CRISAM qui vont vous présenter cette session. Comme vous l'avez peut-être remarqué, les micros ont été coupés automatiquement pour garantir une bonne qualité audio. Si jamais vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on les parcourra en fin de session et on pourra aussi envisager d'allumer les micros en fin de session, mais pour l'instant, on va les garder fermés. Cette session, elle est enregistrée, mais ce sera uniquement la partie présentation qui va être diffusée sur notre chaîne YouTube et pas la partie en fin qui permettra les échanges et les questions-réponses. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, on a un service universitaire de promotion de la santé. Notre mission, c'est de mobiliser, de partager, de produire des savoirs transdisciplinaires avec pour objectif de co-construire, d'expérimenter et d'analyser des solutions concrètes en promotion de la santé. Nos activités, elles sont structurées en quatre axes. On a un axe de documentation. Vous pouvez notamment retrouver plus de 70 000 ressources en promotion de la santé sur notre plateforme Doctesse. On a également un axe recherche et publication sur diverses thématiques. On a un axe formation qu'on est en train de développer, notamment avec la conception d'un certificat interuniversitaire en promotion de la santé. Et on propose également un accompagnement pour vos projets en promotion de la santé. Cet accompagnement, il peut être méthodologique, documentaire ou en évaluation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un support pour vos projets. On peut. Alors, j'en profite également pour vous partager nos prochains événements. Pour une fois n'est pas coutume, ça va être des événements en présentiel. Donc, le prochain, ce sera le 13 mars à Bruxelles. Et là, on va parler de santé communautaire et d'action au niveau local. On aura la chance pour cet événement d'accueillir Louise Potvin, qui est la présidente de l'Union internationale de promotion de la santé et qui a une expertise internationalement reconnue sur les approches en santé communautaire et en inégalité sociale de santé. Louise Potvin sera rejointe par un panel d'experts belges qui mettront tous ces théories et concepts en pratique dans le contexte belge. Ensuite, le 24 mars, on aura une après-midi d'échange sur la santé mentale des jeunes suite au confinement. Et on le fera avec le support de deux différents médias, donc à la fois via l'ouvrage de Jessica Brandler, Enfants, sujets politiques, les jeunes générations face à la crise Covid. Et l'autrice Jessica Brandler sera présente à cet événement. On projettera également le documentaire Tout va s'arranger ou pas, en présence de son réalisateur Pierre Schönbrod. Ce que ces deux œuvres ont en commun, c'est vraiment d'avoir donné la voix aux jeunes pendant le confinement et ce sera un peu le point de départ de cet événement. Si vous voulez recevoir toutes nos informations, nos événements et pouvoir vous inscrire, n'hésitez pas à scanner le QR code qui se trouve ici sur votre écran. Vous devez juste entrer votre adresse email et vous recevrez par la suite nos newsletters. Je vais également, après cette introduction, mettre le lien dans le chat, comme ça vous pourrez facilement vous connecter. J'en profite également pour vous informer que suite à cette présentation, on vous enverra un email avec l'enregistrement et les slides de la présentation et également un lien vers un petit formulaire d'évaluation qui vous permettra de nous partager vos attentes en termes de format, de contenu pour le futur des Midi de la littérature. Donc voilà, je vais passer la parole à Maxime Ducrésam qui va commencer sa présentation. Bonjour, en tout cas, je vais m'introduire plus, merci beaucoup. Donc effectivement, c'est Maxime Rézibois. J'espère que vous m'entendez bien et j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit parasite parce qu'on a eu un petit changement de planning de personnel de nettoyage au bureau. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien tout à l'heure. Peut-être me présenter. Alors j'ai plusieurs casquettes, mais peut-être celle qui est la plus intéressante, c'est de dire que je suis psychologue de formation et par ailleurs, j'ai réalisé une thèse de doctorat sur la gestion des émotions, si ça vous intéresse, pendant laquelle j'ai pu m'intéresser à la question des liens entre bien-être et santé mentale
entre bien-être, santé mentale et utilisation des réseaux sociaux numériques par nos jeunes. Et actuellement, je travaille donc au CRESAM, le Centre de référence en santé mentale, qui est un service dont la mission principale est l'appui aux professionnels de terrain. Donc nous, on n'a pas de consultation au sein du CRESAM. On est vraiment là plus pour des missions de concertation, de recherche, d'observateurs, etc., etc. Je vous renvoie vers notre site si ça vous intéresse. Et au sein du CRESAM, on a plusieurs projets, et un de ces projets-là, c'est le projet UPTIC, pour usage problématique des technologies de l'information et de la communication. En gros, c'est les enjeux du numérique. Et dans le cadre de ce projet, dont j'ai la charge et qui occupe la plupart de mon temps au CRESAM, eh bien, on a l'occasion de donner plusieurs formations, d'écrire de temps en temps des notes, et puis de faire aussi des interventions, des conférences un peu comme celle-ci. Alors, je vous dis tout ça pourquoi? Pour deux choses. La première, ben, tout ça, c'est co-construit avec Arnaud Zarbo de chez Nadja. Donc, une partie de ce que je vais dire vient ici. Et l'autre, c'est pour vous dire aussi que la question des réseaux sociaux numériques à l'adolescence qui va nous occuper aujourd'hui, moi, je vais l'aborder avec cette casquette psychologie, santé mentale, bien-être, développement. Il y a plein de façons de l'aborder, des façons plus politiques, des façons plus liées à la médecine physique, à plein de choses. Et moi, ça va vraiment être cet axe-là et ça colore aussi ce que je vais pouvoir dire et la façon dont je vais pouvoir en parler. Et je repasse la parole aux collègues de réseau que je remercie par la même occasion de m'avoir invité aujourd'hui. Merci Maxime. Donc bonjour à tous, moi c'est Fanny Panikeli. Donc je travaille au réseau, je suis chargée de projet et assistante de recherche. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-animer ce midi de la littérature où, pour ma part, je vais vous présenter un ouvrage qui a été publié par Jocelyn Lachance qui s'intitule Grandir inquiet à l'ère des réseaux sociaux. C'est un ouvrage qui est paru en avril 2025. Et dans cet ouvrage, l'auteur fait la présentation de données issues d'une enquête qualitative auprès de 58 jeunes de 14 à 16 ans. Donc, dans un monde où tout s'accélère et où chacun est hyper connecté, lire un livre et ici vous présenter un livre, ça devient presque un acte de déconnexion et donc ça offre le temps nécessaire pour s'informer, pour s'interroger et pour ouvrir le débat afin de réintroduire la nuance. Et c'est le voyage qu'on vous propose aujourd'hui à travers cette présentation. Nous souhaitions également que cette présentation ne parle pas seulement des jeunes, mais que les jeunes puissent être avec nous ce midi. Je parlais de co-animation, donc avec moi et mon collègue Maxime. Mais trop souvent, nous parlons de réalités qui sont vécues par des communautés ou des groupes au sein de la population sans qu'elles soient réellement présentes ou représentées autour de la table. Et donc, pour nous, donner la parole aux jeunes, c'est de reconnaître leur expertise et leur propre vécu, c'est réduire les inégalités de voix dans les espaces de discussion et de décision, et c'est leur permettre d'être acteurs plutôt que simple objet de discours. Et donc, c'est pourquoi nous avons intégré leur voix dans notre présentation ce midi pour qu'ils puissent contribuer au débat et être entendus et être reconnus, d'où les petite verbatim que vous voyez ici à l'écran. Donc, pour commencer, je vous propose un petit booklap, juste pour prendre la température et voir comment vous percevez l'usage des réseaux sociaux chez les jeunes. On entend beaucoup de choses à ce sujet, ça refait régulièrement l'objet de l'actualité, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, je vous propose de scanner le QR code où je pense que ma collègue a aussi mis le lien dans le chat pour vous connecter sur votre ordinateur. Et là, hop, je change mon partage d'écran. Je vous laisse quelques secondes pour saisir vos téléphones, pour flasher le QR code ou pour vous connecter au Booklab. Et donc, la première question, juste pour voir que tout fonctionne bien en termes de technique, c'est quel est votre prénom? Donc, si vous pouvez voilà, répondre comme ça nous permet aussi de voir tout le monde, toutes les personnes qui sont présentes avec nous sur ce temps de midi. Il y a beaucoup de monde. Bienvenue. Voilà, on a pas mal de gens. Je pense qu'au niveau de la technique, ça fonctionne bien. Super. Je vais encore laisser quelques secondes et puis je passerai. Il y a trois petites questions. Hop, je vais passer à la première question. Donc, selon vous,
Quelle part du bien-être est expliquée par l'usage des réseaux sociaux? Donc en pourcentage, moins d'1%, 10%, 33% ou 55%. Ok. La troisième option pour le moment a le plus de succès. Je vais encore laisser quelques temps, quelques secondes pour tout le monde puisse répondre. Bon, ça bouge pas tellement, ça reste l'option 3. Je vous informe déjà qu'au cours de la présentation, vous aurez les réponses à certaines de ces questions et celles qui n'auront pas été abordées durant la présentation, on pourra y revenir au moment de la discussion à la fin. Je vais passer à la deuxième question. D'après vous, quel pourcentage de jeunes publient régulièrement, donc au moins une fois par semaine, sur les réseaux sociaux? Ok, c'est intéressant. Donc la réponse majoritaire est plutôt 86% des jeunes. Je vous laisse encore quelques secondes et on va passer à la dernière question avant de revenir à la présentation. Ok, je vous propose de passer à la dernière question. On voit déjà la tendance qui se dessine. Et alors, la troisième question, c'est d'après vous, donc là c'est un nuage de mots, donc vous pouvez écrire sur votre téléphone ou sur votre clavier. Donc d'après vous, à quelles réactions font face les jeunes après avoir publié des photos ou des vidéos sur les réseaux sociaux? Donc est-ce qu'ils reçoivent des réactions positives? Est-ce que c'est plutôt du harcèlement, des compliments? Est-ce qu'ils reçoivent des demandes de partenariat pour de la publicité? Voilà, qu'est-ce qui se passe? À quoi font-ils face quand ils publient sur les réseaux? Donc, on voit des likes, agressivité, encouragement, reconnaissance, critique, de l'aide. Il y a pas mal de choses qui se regroupent. Super, je vous laisse encore quelques secondes et après, on va revenir à la présentation. Ok, ben on pourra y revenir à la fin pour regarder un petit peu, en fait, concrètement à quoi ils font face quand ils publient sur les réseaux sociaux. On a quelques chiffres à vous présenter avec Maxime. Merci à tout le monde d'avoir participé. Je vois qu'il y a du monde, 63 personnes qui sont sur le WooClap, 64. Hop, vous pouvez continuer à participer. Je vous partage juste de nouveau l'écran de la présentation. Hop. Et donc, la structure de la présentation, aujourd'hui, on va s'intéresser à comment le monde hyper moderne positionne les jeunes dans un rapport singulier à l'inquiétude. Quel rôle ont les réseaux sociaux dans la régulation de l'inquiétude chez les jeunes et quels sont les impacts des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes? Donc ça va être exploré au travers de l'ouvrage dont je vous ai parlé au début. Et puis, avec l'aide de Maxime, on va venir nuancer les propos du bouquin et réinscrire un petit peu le discours dans une réalité et dans le contexte francophone belge. Alors, l'auteur du livre, il propose une analogie qui va en fait être la trame de tout son ouvrage. Et donc, il propose une analogie intéressante entre les sociétés prémodernes et notre société contemporaine. Donc, autrefois, quand les individus se questionnaient sur leur avenir, leurs choix, leur mariage, leurs inquiétudes, leurs incertitudes, ils se retournaient vers des pratiques oraculaires. Il y a plein de pratiques oraculaires. Donc, il y a par exemple l'observation des phénomènes célestes, la lecture de présages dans les ossements ou dans les entrailles d'animaux, la cartomancie ou encore la consultation de personnes en état de transe, comme dans l'oracle de Delphes. Donc, ils se focalisent beaucoup sur des sociétés romaines et grecques. Mais ce sont des pratiques, les pratiques oraculaires, on les retrouve dans les pratiques au niveau asiatique et africaine également. Mais donc, l'auteur a choisi plutôt de faire des parallèles avec les sociétés romaines et grecques. Et donc, à cette époque-là, il existait une grande diversité de rites qui jouaient un rôle important
d'apaisement collectif face aux rapports parfois inquiétants au monde. Et donc ces pratiques, elles étaient collectives parce qu'elles étaient partagées par l'ensemble de la communauté et elles étaient inscrites dans un cadre commun de sens. Elles étaient collectives parce que l'interprétation des signes ne reposaient pas sur l'individu, mais sur une figure reconnue, formée et capable de porter cette responsabilité pour le groupe. Cette dimension rituelle et le fait de pouvoir s'appuyer sur un expert et sur les signes de la nature ou des dieux ou des ossements, peu importe, ça protégeait en fait l'individu de la solitude. D'abord parce que la réponse ne venait jamais de lui uniquement. En fait, elle était validée, interprétée et portée par une autorité extérieure, par un expert du domaine, que ce soit la lecture dans les os, dans les entrailles, par une cartomancienne, etc. Et ensuite, euh, les rituels, ils s'inscrivaient dans un ensemble plus vaste, dans une communauté, dans des traditions, dans un cosmos qui donnait le sentiment, en fait, de ne pas être seul face à ses doutes et ne pas être seul face à l'interprétation des signes qu'on pouvait recevoir. Ensuite, si on continue dans l'histoire de l'humanité, pendant un certain temps, la science et le progrès dans les sociétés occidentales, elles ont remplacé les rites oraculaires dans cette fonction de réassurance des individus. Et donc, les individus ne se sont plus tournés vers les dieux ou les signes de la nature, mais davantage vers la rationalité, la prédiction scientifique, les experts techniques. Et donc, l'auteur, ce qu'il observe dans un contexte plus contemporain, c'est que les individus se sentent maintenant responsables de la régulation de leurs incertitudes et ils s'adonnent à leur tour à des activités de mise en relation de signes informationnels, non plus issus des dieux et de la nature, mais des réseaux sociaux, avec des signes émotionnels que leur consommation provoque. C'est tout le propos du bouquin et de l'auteur. Et donc, selon l'auteur, l'inquiétude qui était autrefois partagée au sein d'un cadre qui pouvait être collectif, ça s'est progressivement déplacé vers l'espace intime. Et donc, cette inquiétude, elle est devenue d'une certaine manière plus personnelle. Et c'est ce qui va chercher à explorer au travers de son étude qualitative auprès des jeunes. Alors, la place des jeunes dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc je vous le disais, on évolue dans un monde qui est qualifié d'hyper connecté et sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? On s'y compare, on y expose des fragments de soi par des photos de nous en vacances ou voilà. On expose des moments de vie qui sont romancés, parfois mis en scène pour être à son meilleur jour. On y cultive aussi cette idée qu'il faudrait avoir la meilleure ville et être invité aux meilleures soirées, d'avoir la meilleure bande de copains, d'être le plus cool, le plus stylé. Et donc, l'individu est, selon l'auteur, comme obligé d'être excellent d'un point de vue personnel et d'un point de vue scolaire, dans ce cas-ci, parce qu'on parle de jeunes, ou d'un point de vue professionnel, par exemple avec LinkedIn. Et donc, ce phénomène se traduit, selon lui, par une forme de pression, celle d'être à la hauteur, d'être visible et d'être le meilleur. Et dans l'ouvrage, il cite plusieurs jeunes et il y a plusieurs jeunes qui s'expriment face à cette pression d'être toujours le meilleur et de se mettre en scène et se mettre de l'avant sur les réseaux sociaux. Et donc, ce que ça leur provoque comme pression, c'est que ça les inquiète en fait. Ils se disent, je m'inquiète tout seul, je suis de nature inquiète, c'est dans ma personnalité d'être en quête. Et donc, l'auteur, il analyse ça comme ils parlent d'autodésignation en fait. Et donc, au lieu d'identifier leurs inquiétudes par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux comme le produit d'un environnement social complexe mais qui existe, les jeunes, selon lui, intériorisent et ça, ils transforment en fait cette inquiétude en un trait identitaire. Et donc, selon lui, faute d'accompagnement ou d'espace pour partager leurs inquiétudes, de nombreux jeunes se retrouvent seuls face à leurs questionnements. Et d'après l'enquête, ce qui inquiète le plus les jeunes, ça n'est pas forcément l'avenir en lui-même,
Ce n'est pas ce qui arrivera demain ou dans 10 ans. Ce qui les inquiète profondément, c'est surtout la peur de ne pas être à la hauteur des défis qu'ils devront affronter. Ils se sentent responsables de l'avenir de la société, de la planète, avec toutes les questions par rapport à l'écologie et à l'environnement. Et donc, beaucoup de jeunes décrivent dans l'ouvrage une forme de solitude face à ces défis, et particulièrement lorsqu'ils n'ont pas de solution personnelle à apporter, et ce qui semble être souvent le cas, en tout cas dans ce qui est présenté dans l'ouvrage. Et donc, dans ce contexte, l'inquiétude, elle est devenue normale selon l'auteur, presque valorisée, euh, parce qu'elle est un peu perçue comme un signe de lucidité pour les jeunes. C'est un signe de lucidité, mais à la fois, elle n'est pas pour autant banale. Cette inquiétude et ce stress que les réseaux sociaux peuvent générer. Et donc, pour certains jeunes, l'inquiétude, c'est pas un problème à résoudre en soi. Ça devient en fait une information sur soi et un indice de son rapport au monde, une forme d'identité. Et donc là, je vais citer Laura, 24 ans, qui dit que ce qui fait peur, c'est d'être un peu trop dans le monde des bisounours. Et donc, ça témoigne le fait que euh, c'est important d'être inquiet et d'être connecté surtout. Et donc, l'auteur, il explique dans son livre que aujourd'hui, il y a un impératif à être inquiet, mais pas trop, à être lucide, mais sans sombrer et sans à ce que ça n'affecte trop la santé mentale des jeunes. Pour cette dernière partie du livre, l'auteur, il nous invite à nous intéresser à l'ambiance émotionnelle des réseaux sociaux et à s'interroger à comment elle influence la manière dont les jeunes gèrent leur inquiétude. Et donc, sur les réseaux sociaux, les jeunes, ils circulent entre deux univers, deux mondes. D'un côté, des espaces de repos, de rire, de divertissement, et d'un autre côté, des contenus violent et ou haineux. Et ce contraste de ces deux univers qu'on peut retrouver sur les différentes plateformes, ça crée des effets anxiogènes chez les jeunes et c'est accentué par le caractère imprévisible des contenus qui arrivent sur les écrans. Ça, c'est par l'effet de scroll. Et donc, on passe d'une vidéo à l'autre, mais sans savoir un petit peu qu'est-ce qui va en fait, à quoi on va être confronté, quelle information on va recevoir. Et ce qui peut aussi être anxiogène, et les jeunes l'ont exprimé, c'est de l'impossibilité de mesurer l'ampleur des opinions extrêmes qu'ils peuvent lire ou voir sur les réseaux sociaux. Et donc, beaucoup de jeunes se posaient des questions sur est-ce que les gens, ils sont si nombreux à penser comme ça? Est-ce qu'il existe autant de personnes misogynes, racistes, fascistes? Que l'algorithme le laisse sous-entendre en fait, parce que plus on consomme certains types de contenus, plus si on y est confronté, et donc ils ont parfois ce sentiment d'inquiétude parce qu'ils n'arrivent pas à prendre du recul sur l'ampleur en fait des opinions extrêmes qui peuvent leur arriver. Et parce que les réseaux sont faits pour aussi être consommés, et donc pour maintenir une intensité émotionnelle, et donc pour inciter les jeunes et les moins jeunes, hein. D'ailleurs, c'est la même chose pour les adultes, et c'est la même chose, c'est les mêmes stratégies qui sont utilisées dans les grandes surfaces pour nous faire consommer, pour nous inciter à y revenir sur ces plateformes. Elles proposent sans cesse des contenus toujours plus fort. Et donc, le risque qui est évoqué par l'auteur dans l'ouvrage, c'est que ça peut conduire progressivement à une certaine forme de banalisation de certaines images ou de certains discours problématiques. Et donc, pour finir, les signes informationnels et émotionnels euh, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, ça sert en fait les jeunes à définir une part de leur identité. Moi, je consomme et je publie des photos ou des vidéos ou du contenu qui est engagé socialement, plutôt sur des aspects sportifs ou plutôt sur des aspects, je sais pas moi, de militants écologistes, sur je sais pas moi, sur des contenus plus radicaux, sur du féminisme, etc. Et donc, ça permet vraiment, en fait, de
comprendre et ça permet en fait de comprendre les jeunes et eux, ça leur permet de se positionner dans leur rapport au monde. Et donc, cette inquiétude qui est générée, d'après l'auteur, par les réseaux sociaux, ça devient parfois un signe, je le disais, d'identité et une façon de dire qui l'on est et comment l'on perçoit ce qui nous entoure et de se positionner aussi sur des thématiques. Euh, je l'ai pas mis dans la présentation, mais l'auteur aussi évoque quelques chiffres d'une étude Ipsos parue en 2022 en France et qui montrait l'augmentation de l'anxiété chez les jeunes de près de plus de 50%. Je pourrais retrouver les chiffres exacts, j'ai masqué la diapositive. Euh, mais donc voilà, il se base aussi sur quelques données quantitatives dans son ouvrage. Et donc, pour conclure, la norme reste chez les jeunes d'être connectés. Il n'y a aucun jeune de l'étude qui n'a émis le souhait de rester totalement déconnecté. En fait, les expériences de déconnexion sont plutôt vécues lorsqu'il y a une expérience de trop plein et d'avoir franchi en fait une limite dans sa santé mentale et le prendre soin de soi par rapport à ce qu'on peut consommer sur les réseaux sociaux. Et il y a vraiment, ils essayent de rechercher un équilibre entre la nécessité d'être informé, de rester joignable, on va y revenir, et de prendre soin d'eux-mêmes. Et donc, pour ça, ils mettent en place différentes stratégies. Et l'une des stratégies, c'est vraiment ce va-et-vient entre différents espaces numériques d'une part, donc Instagram, Snapchat, YouTube, X, TikTok, et il y en a probablement d'autres que je ne connais pas, mais aussi entre des espaces numériques et des espaces physiques où ils peuvent exercer un sport, de la musique, une passion, peu importe, voir des amis, aller au cinéma. Et donc, même si les jeunes restent majoritairement très connectés, ils mettent des stratégies en place pour essayer de se préserver et aussi de ne pas être que dans le numérique, mais de vivre aussi des moments dans le monde réel et physique. Je vais arrêter mon partage d'écran et je vais laisser la voix à mon collègue. Maxime, je te laisse présenter, partager ton écran. Merci. Normalement, ça devrait fonctionner, vous me Oui, dites? ça fonctionne. Parfait, et vous m'entendez toujours, je pense. Oui. Ok, mais merci Fanny pour cette introduction. Et donc moi, je viens un peu avec quelques éléments qui font suite aux échanges que j'ai pu avoir Fanny à propos de ce livre-là, des choses qu'on se disait que c'était intéressant de remettre aussi de remettre au débat pour justement ouvrir celui-ci et puis permettre quelques discussions par la suite. Je viens certainement pas ni ponctuer ni venir évaluer l'ouvrage, hein, c'est plus ajouter des éléments de réflexion et des questionnements qu'il peut y avoir. Et j'aime bien introduire par un concept qui est assez révélateur de la façon dont on traite très souvent la question des réseaux sociaux numériques, c'est le concept de panique morale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par panique morale? Eh bien, c'est pas spécifique aux réseaux sociaux numériques, mais c'est quelque chose qui a été identifié par Stanley Cohen, un autre sociologue aussi, il y a pas mal d'années. Et il définit ça comme ça. Pour lui, une panique morale, ça fait de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est quand on a des inquiétudes. Les inquiétudes, ça peut être à propos de pas mal de choses, mais c'est souvent à propos des jeunes et du péril jeune, hein. Donc, c'est cette idée que les jeunes de nos jours sont plus en souffrance, vont moins bien, ont des problèmes moraux, etc., etc. Grosse inquiétude qui s'accompagne d'une hostilité envers un coupable facile. C'est-à-dire qu'on a une problématique qu'on identifie et puis on essaie de trouver des causes très simplistes à cette problématique. Et ça s'accompagne d'un consensus, hein, d'un récit collectif qui se met en place sur différents éléments, notamment le fait qu'il y a une menace qui est là au niveau de la société et donc il faut la reconnaître en tant que telle, mais aussi et surtout qu'il faut faire quelque chose. Il y a une espèce de sentiment d'urgence parce qu'on voit comme ça cette société qui court à sa perte, surtout les plus jeunes, et donc il faut vraiment agir avant qu'il ne soit trop tard. Et puis tout ça, bah, ça s'accompagne, et vous le sentez déjà un petit peu quand je le dis, d'exagération. Hein, d'exagération de quoi? Bah, de la problématique, des risques, hein, les risques qui sont possiblement à rencontrer par le public et ici les jeunes, et puis de la possibilité que ces risques prennent effectivement place. Et enfin, des facteurs explicatifs. Et donc tout ça fait une espèce de grosse boule comme ça où tout se confond un peu et tout est un peu exagéré. Et c'est très volatile. Alors volatile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un élément qui fait objet de panique morale, mais il y a plein d'éléments qui en ont fait partie.
J'ai fait un petit texte ici que je vais vous lire et je vous invite à essayer de deviner le mot mystère, hein. C'est le mot qui est caché par un rectangle blanc. Et bon, alors on est en ligne, donc vous allez pouvoir faire l'exercice pour vous-même. Je vous donnerai la réponse tout de suite après. Le texte dit ceci. S'il est vrai que l'époque actuelle est plus corrompue que la précédente, la grande multiplication des mots mystères a probablement contribué à sa dégénérescence. Il y a 50 ans, il n'y avait guère. Mot mystère de nouveau dans le royaume. Donc on sent que le langage est un peu châtié, mais si on remplaçait le mot mystère par écran, on sent que ça pourrait coller assez bien. Sauf que le texte, il a été écrit en 1778, et de quoi s'inquiétait l'auteur, Vinicius Knox? Il s'inquiétait de la publication des romans et de la multiplication des romans. Parce qu'à l'époque, on s'est inquiété en particulier des jeunes, parce que c'est souvent l'objet de nos craintes, de ces jeunes qui ont tout d'un coup eu accès à plein de romans sans qu'il y ait autant de contrôle qu'avant. Et qu'est-ce que ça signifiait pour la société de l'époque? Ben, ça signifiait qu'il y avait des jeunes qui allaient commencer à s'isoler dans leur coin pour lire des livres, donc on s'est inquiété des capacités sociales de ces jeunes-là. Ça a aussi inquiété parce que ces jeunes, ils allaient lire des romans qui étaient plus spécialement contrôlés par la philosophie, par l'Église ou par des grands acteurs de l'époque. Et donc, on s'est dit, mais les jeunes, ils vont lire des choses qui sont pas spécialement morales. Et donc, on s'inquiétait par leur capacité à faire la différence entre le bien et le mal, par exemple. On s'est inquiété aussi du fait que les jeunes, ils allaient perdre un temps considérable à lire des histoires à propos de gens qui n'existaient même pas, et donc à quel point ça peut être utile de lire des histoires de gens qui n'existent pas. C'est vraiment une perte de temps, etc., etc. Alors ici, je reprends les arguments qui sont les plus semblables à ceux qu'on peut entendre aujourd'hui, et on voit que c'est des choses qui ont encore fort la vie dure à l'heure actuelle. Il y a eu ça pour la télévision, il y a eu ça pour les jeux vidéo il y a quelques années, maintenant pour les réseaux sociaux, on est en plein dedans, et on s'en pointe comme ça une panique morale qui vient aussi à propos de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est pas neuf, hein. Donc l'auteur du livre, il faisait référence à l'Antiquité. À l'Antiquité, il y avait déjà des paniques morales, hein, notamment la popularisation du théâtre a fait beaucoup parler à l'époque les philosophes. Et puis le développement de l'écriture aussi, notamment des inquiétudes par rapport à notre capacité à retenir des informations. On se disait, mais si on commence à tout écrire, on va plus entraîner notre mémoire, et si on n'entraîne plus notre mémoire, elle sera plus capable de fonctionner. Des choses qu'on peut encore entendre à l'heure actuelle sur certaines choses. Alors, les paniques morales, elles ont du sens, hein. Moi, je suis pas ici pour aller juste jeter dedans et dire, en fait, on fait que répéter les mêmes erreurs dans l'histoire. S'il y a des paniques morales, c'est parce qu'il y a des préoccupations de la jeunesse. Je pense que c'est un bon signe. Mais là où ça pose un peu difficulté, c'est que elle est très copine, la panique morale, avec ce que j'appelle, enfin, ce qu'on appelle, c'est pas moi qui ai appelé ça comme ça, le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est quoi? C'est notre tendance à toutes et tous à préférer, pardon, confirmer les informations qu'on croit déjà. C'est-à-dire que ça va nous demander un effort supplémentaire, du temps, de l'énergie, de la motivation, d'aller à l'encontre d'une information dont on est déjà convaincu. Et donc, quand on est comme ça dans un discours de panique morale, notamment ici sur les réseaux sociaux numériques, eh bien, on va très vite assimiler comme ça des informations qui viennent confirmer ça, qui viennent confirmer qu'il y a des problématiques, que les jeunes ne vont pas bien à cause de ça, etc., etc. Et en fait, ça nous demande un effort supplémentaire d'aller à l'encontre. Et ce biais de confirmation, on va le retrouver notamment dans la recherche. De nouveau, c'est pas pour jeter la recherche à la poubelle, hein. Je vous ai dit, j'ai fait une thèse de doctorat, je crois très fort à la démarche scientifique. Mais on a vu les premières recherches sur les réseaux sociaux numériques qui ont été portées comme ça, avec des questions qui pouvaient être très biaisées. On n'était pas dans quels sont les liens entre réseaux sociaux numériques et bien-être, on était dans en quoi les réseaux sociaux procurent du mal aux personnes. Et donc, la façon dont les recherches étaient menées, mesurées, etc., était faite autour de cette question-là. Et les résultats, dès qu'on trouvait des résultats significatifs, eh bien, très vite, c'était une confirmation de toute une série de choses qui n'a pas forcément lieu d'être, mais j'y reviendrai par la suite. Et puis, outre la recherche qui a pu être biaisée à une époque, ce qui a été encore plus fait boule de neige, ça a été la vulgarisation de la recherche dans les médias. Et ça se voit encore à l'heure actuelle. Quand il y a des recherches, qu'importe leur méthodologie, qui viennent avec des résultats relativement négatifs ou, encore mieux, avec des guillemets alarmistes, eh bien, on va voir qu'il va y avoir un écho assez important dans les médias, et les médias au sens très large, donc dans la presse traditionnelle, sur les réseaux sociaux numériques, etc., etc. Par contre, quand ce sont des recherches plus fournies, plus nuancées, etc., on va voir que quantitativement, bah, ça va être beaucoup moins partagé, ça va beaucoup moins se propager. Et puis tout ça s'accompagne dans une certaine mesure de désinformation parce que il y a certaines personnes qui sont vraiment très très inquiètes et qui font vraiment un cheval de bataille de venir alerter contre la panique morale en question et donc vont venir comme ça prendre les recherches les plus alarmistes et puis même les déformer. Il y a toute une période comme ça où on venait dire que la télévision ça rendait autiste, par exemple, bah, ça partait d'un travail de recherche qui avait été complètement déformé par la suite et même des éléments qui avaient été rajoutés à la recherche qui n'étaient pas là à l'origine, des conclusions qui n'étaient pas là à l'origine, etc., etc. Et donc c'est des éléments qu'on peut retrouver. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que ça vaut la peine de prendre un temps comme on le fait aujourd'hui pour s'arrêter et se poser des questions qui vont un peu plus larges que, mais en quoi les réseaux sociaux numériques, c'est quelque chose de mauvais? En quoi ça peut, par exemple, juste s'arrêter à générer de l'inquiétude? Ça n'invalide pas le fait qu'il y a des problèmes sur les réseaux sociaux numériques. Ça n'invalide pas non plus le fait qu'il y a une inquiétude et une solitude des jeunes face à cette inquiétude-là. Mais ça permet aussi de réouvrir un petit peu le type de questionnement qu'on peut avoir, en particulier quand on s'adresse aux jeunes ou quand on doit travailler avec les jeunes.
Et donc, j'avais envie comme ça, en accord avec Fanny, de vous faire un petit point sur ce que dit la littérature scientifique des liens entre réseaux sociaux numériques et santé mentale. Et là, je vous renvoie, si ça vous intéresse, parce que je vais être assez bref pour qu'on ait le temps d'échanger par la suite, à 2 publications. Une un peu plus ancienne, écrite par Pascal Minotte, qui est mon co-directeur, hein, donc j'assume totalement mon biais à ce niveau-ci, mais c'est un texte qui est assez bien écrit, qui porte sur la question des réseaux sociaux numériques et qui s'appelle «Adolescence, médias sociaux et santé mentale», et il faisait déjà un petit peu le point sur la littérature. C'est sorti il y a quelques années, mais c'est pas encore trop dépassé. Et puis, beaucoup plus récent, il y a, un résumé, du Conseil supérieur de la santé, qui est sorti en décembre sur les effets d'utilisation des écrans et puis plus particulièrement des médias sociaux sur les jeunes. Et ici, vous avez un gros rapport de 150-200 pages, je sais plus précisément, en anglais si vous avez vraiment envie d'aller à fond dans les détails. Et sinon, vous avez, une synthèse qui est disponible en français et donc je vous ai mis le lien, sur la slide ici aussi. Et je vois qu'il est partagé dans le chat. Merci beaucoup. Et donc, que dit la littérature scientifique? Eh ben, il y a 2 aspects que je voudrais aborder avec vous. Le premier, c'est un préambule un peu plus statistique. Alors, j'ai pas envie, de faire de vous des statisticiens, des statisticiennes, mais c'est juste des éléments qui sont, selon moi en tout cas, importants à garder en tête quand on va après parler des différents résultats de la recherche. Le premier, c'est la question de la taille de l'effet. On l'a eu, dans les slides d'introduction et les résultats avaient l'air assez en accord avec le fait qu'on peut être dans une certaine panique morale et surévaluer l'effet des réseaux sociaux numériques. La taille d'effet, qui est liée à l'utilisation des réseaux sociaux numériques dans son impact ou dans ses liens avec le bien-être, elle est généralement assez faible. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si vous vous intéressez à la question du bien-être, par exemple, vous allez, en tant que chercheur, chercheuse, avoir toute une panoplie de choses que vous pouvez faire. Je vais prendre quelque chose d'assez classique. Vous allez réunir un certain nombre de jeunes, puisque la question concerne les jeunes ici, et évaluer leur bien-être, par exemple par questionnaire ou par une échelle, ou une autre. Puis vous allez voir comme ça une variation de bien-être entre ces différents jeunes, ces différentes jeunes. Et puis vous allez vous dire, mais moi je veux voir tout ce qui est en lien avec ce bien-être, je veux voir tout ce qui évolue et là où il peut y avoir des connexions entre les deux. Et là, vous pouvez mesurer toute une série de choses. L'utilisation des réseaux sociaux numériques, hein, par exemple le temps passé dessus, ça peut être les relations familiales, ça peut être comment ça se passe à l'école, ça peut être vraiment plein de choses. Et vous allez voir comme ça s'il y a des choses qui varient ensemble, que ce soit dans la même direction ou à l'opposé. Donc par exemple, plus ça se passe bien à l'école, mieux je me sens. Ou plus je suis sur les réseaux sociaux numériques, moins bien je me sens, par exemple. Et puis, vous allez comme ça trouver des résultats qui sont statistiquement significatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous observez, les liens que vous observez entre vos variables, eh bien, elles sont au-delà de l'aléatoire. Ce que vous observez, ça a plutôt tendance à être un résultat réel plutôt que quelque chose qui est juste dû à des erreurs de mesure ou autre. Mais quand vous en êtes arrivé là, vous savez juste qu'il y a des choses qui varient entre elles. Et vous pouvez avoir envie, comme ça, de donner une certaine mesure, un certain poids à la taille de la relation qu'il peut y avoir entre les variables et vous dire, bah, tiens, dans quelle mesure, par exemple, les réseaux sociaux numériques ont un potentiel explicatif ou sont largement ou peu largement en relation corrélés avec le bien-être. Et dans la littérature, quand on fait comme ça un résumé de toutes les recherches qui sont sorties là, donc dans les méta-analyses, ou c'est répliqué aussi dans les parapluies de méta-analyse, donc ça c'est une collection des méta-analyses qui existent parce qu'on a déjà pas mal de données sur cette question-là, eh bien on voit que les réseaux sociaux numériques, ils sont corrélés à environ 1% à moins de 1% de du bien-être, pardon. Donc ça veut dire qu'il y a aussi 99% d'autres choses qui sont en lien avec le bien-être et parfois de façon beaucoup plus importante que la question des réseaux sociaux numériques. Alors 1%, c'est pas rien, hein, surtout vu le nombre de personnes qui utilisent les réseaux sociaux numériques à l'heure actuelle, en particulier parmi les jeunes, mais en même temps, ça vient aussi un petit peu remettre les médias à leur place, c'est-à-dire au centre d'un processus et plus forcément comme quelque chose qui aurait un gros impact, une espèce de vague comme ça qui viendrait ensevelir tous nos jeunes sans qu'ils aient d'autres moyens pour en sortir. Un autre élément qui est un peu une critique ici de la littérature scientifique, alors critique au sens où c'est les recherches elles-mêmes qui mettent ça en avant, c'est qu'à l'heure actuelle, on manque encore beaucoup de preuves causales. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que on a encore des questionnements par rapport au sens du lien, par rapport à qui est la poule et qui est l'œuf. Si je prends l'exemple ici d'une recherche qui a été pas mal réalisée, c'est de mesurer d'une part l'intensité des réseaux sociaux numériques et notamment les usages intensifs. Alors intensif, c'est pas toujours très défini en littérature, tout le monde n'est pas en accord, mais on- quelque chose qui fait en tout cas consensus et qui est remis en question, c'est plus de 8 heures par jour tous les jours. Et puis une symptomatologie dépressive. Et ces recherches-là ont pu montrer comme ça une corrélation, une relation qui était entre une plus grande utilisation, une utilisation très intensive des réseaux sociaux numériques d'une part, et le fait que les jeunes étudiés avaient des niveaux plus élevés de symptomatologie dépressive. Mais au final, il y a très peu de recherches qui permettent de venir certifier, de donner la certitude de la direction de la relation. Et donc la question reste encore ouverte à l'heure actuelle entre est-ce que c'est utiliser beaucoup les réseaux sociaux numériques qui nous rendent dépressifs, comme ça a été beaucoup conclu dans des recherches qui ne permettaient pas de le dire, ou est-ce que quand on se sent dépressif, on utilise un peu plus les réseaux sociaux numériques. Et ce qu'on se rend compte, ben, c'est que on manque un peu de données pour répondre à ça. Alors pour, ne pas rester sur la fin et puis pour être aussi,
honnête intellectuellement, il y a des faisceaux de preuves qui existent, notamment quand on s'adresse à quelques recherches expérimentales, mais on en manque encore beaucoup, et puis quelques recherches qualitatives aussi. Et il y a un faisceau de preuves relativement important qui vient montrer que quand les jeunes se sentent moins bien, quand ils ont une symptomatologie dépressive, eh ben, leur utilisation des réseaux sociaux numériques explose et augmente énormément. Mais il existe aussi, de la même manière, quelques faisceaux de preuves qui montrent que avoir une utilisation intensive des réseaux sociaux numériques, ça a comme implication d'avoir des symptômes de la dépression qui vont augmenter aussi. Et donc, on peut imaginer plutôt que de quelque chose qui serait unidirectionnel, quelque chose qui peut être bidirectionnel et aller dans plusieurs directions. Et ça vient avec un autre élément de la littérature scientifique, c'est que bien souvent, les recherches passent à côté d'une série de variables communes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Ici, vous voyez, il y a deux cases oranges sur les slides. Vous avez d'une part le bien-être qui est mesuré et on constate, par exemple, certaines recherches, une diminution du bien-être. Et puis, d'autre part, vous avez une augmentation du temps d'écran. Et vous pouvez voir que ces deux éléments covarient ensemble. Et donc, vous pourriez vous poser la question de lequel influence lequel? Est-ce que c'est bidirectionnel? Ou est-ce qu'il y en a un qui influence l'autre? Ou où on en est? Et ben, dans certaines recherches, et de nouveau, ça demande encore à être répliqué à grande échelle pour avoir des certitudes un peu plus fortes, mais on peut voir qu'il y a des variables qui viennent expliquer les deux à la fois. Et par exemple, dans des récits de vie, eh ben, on peut constater comme ça qu'il y a des difficultés scolaires qui sont apparues dans un contexte où le temps d'écran était relativement maîtrisé, et suite à ces difficultés scolaires, eh bien, on a vu une diminution du bien-être et une augmentation du temps d'écran. Et donc, en plus de se dire qu'on est face à quelque chose de plus complexe, que les réseaux sociaux créent ceci, on pense aussi que, comme je le disais tout à l'heure, les réseaux sociaux numériques, les médias de façon générale, ils sont au milieu et puis ils sont influencés par certaines choses et puis eux-mêmes peuvent avoir des impacts sur autre chose. Et donc on peut avoir des risques de cercle vicieux effectivement qui se mettent en place, mais pas que. Donc voilà un peu pour un premier topo statistique. L'autre chose, c'est que j'avais envie de mettre en évidence, c'est toutes les nuances qui ont été identifiées en littérature dans les liens entre utilisation des réseaux sociaux numériques et du bien-être. Et comme ça, toute une série de facteurs qui ont été identifiés. Alors, je vais pas tous les reprendre parce qu'il y en a déjà pas mal, mais je vais reprendre ceux qui ont été les plus étudiés. Un premier qui est un peu plus ancien, qui demanderait peut-être à être remis au goût du jour par rapport aux nouveaux réseaux sociaux, notamment TikTok, c'est la façon dont on va utiliser les réseaux. À l'époque, les premières recherches se sont rendues compte que, on pouvait classifier 2 grands types, d'utilisation des réseaux sociaux numériques. Un type d'usage qui est plus actif, hein, c'est le fait de commenter, mettre des likes, partager, mettre des photos, de partager des statuts, et cetera. Et puis un usage plus passif qui est le fait de scroller, comme le disait tout à l'heure Fanny, et simplement s'arrêter à ça sans spécialement échanger. Eh ben, la littérature a mis en évidence que avoir un usage plus actif des réseaux sociaux numériques, c'était associé à un mieux-être, et avoir un usage plus passif, c'était associé au fait de se sentir moins bien. Alors, ça ne veut pas dire que si on utilise les réseaux sociaux activement, on va de facto se sentir mieux, et si on les utilise passivement, on va se sentir moins bien. Je rappelle la question du lien de direction. On peut aussi faire l'hypothèse inverse, et puis on peut se dire aussi qu'il y a des effets de boule de neige comme ça qui se mettent en place. Mais c'est un premier élément qui a été identifié. Le deuxième sur lequel la littérature s'attarde de plus en plus à l'heure actuelle, c'est le contenu. Parce qu'à la base, on avait tendance à se limiter juste au temps d'écran et à dire, tiens, en fait, l'écran comme un outil un peu magique, comme ça crée des trucs. En fait, on se rend compte maintenant que ce qui se passe sur les écrans, c'est important. Ça vaut c'est la même chose pour l'utilisation des réseaux sociaux numériques. Selon le contenu auquel on fait face, on va pas se sentir de la même manière, et donc on va pas être dans les mêmes interactions par rapport à cet outil-là. Par exemple, si les jeunes sont face à beaucoup de contenus qui font la promotion du suicide ou qui vont montrer des scarifications ou qui vont être tout le temps portés sur le fait d'être fit, d'être en bonne santé, et de rajouter une couche sur l'idéal de minceur, eh bien, ça va pas avoir le même effet que si les jeunes consultent des contenus qui font la promotion de comportements sains ou des contenus qui sont plus inspirants ou qui montrent des activités inspirantes ou des contenus qui sont plus inclusifs du type body positive, par exemple. Et puis, un autre élément de plus en plus étudié et dont on montre de plus en plus l'importance dans la littérature à l'heure actuelle, c'est le contexte. Alors, le contexte, c'est à entendre vraiment au sens large, c'est comment utiliser le réseau social, avec qui, avec quelles ressources, etc., etc. Donc, dans les éléments qui ont été identifiés, il y a notamment quel rôle vient jouer le réseau social numérique par rapport aux autres activités. Est-ce qu'il vient interférer ou en remplacement d'autres activités qui elles-mêmes peuvent être positives pour les jeunes ou leur apporter du bien-être, ou est-ce qu'elles viennent motiver ou apporter une meilleure compréhension ou même renforcer ces activités-là. Un autre élément, c'est la question des ressources accessibles ou inaccessibles aux jeunes. Plus un jeune ou une jeune va avoir des ressources à s'apporter, et plus il va pouvoir bénéficier de toute la diversité que va pouvoir offrir Internet et réseaux sociaux numériques de façon générale. À l'inverse, un jeune qui va être dans une précarité au niveau des ressources, pas seulement financières ou pas uniquement, eh bien, il va moins bénéficier de cette diversité-là, et même s'il est face à du contenu négatif, par exemple, va moins avoir d'endroits où il ou elle va pouvoir gérer les affects négatifs qui vont être élicités par le réseau social numérique et donc vont avoir tendance à se sentir moins bien, par exemple.
Et puis, ben, le contexte, c'est vraiment entendre, pardon, au sens très général. Et j'ai un petit exemple ici d'un élément parmi plein d'autres. C'est penser si un jour vous êtes tombé sur du contenu choquant, que ça soit une image un peu gore, que ce soit un film d'horreur, ce genre de choses, eh bien, vous ne l'avez pas vécu de la même manière, selon que vous étiez seul face à ça avec du contenu que vous n'avez pas demandé, qui vous a arrivé dessus, comme on peut voir par exemple avec TikTok et les vidéos de scarification ou de promotion du suicide qui peuvent mettre parfois en avant au niveau de l'algorithme, versus si vous étiez en groupe et que vous aviez volontairement cherché ce contenu-là pour tester vos limites, en vous réassurant et en faisant finalement un bon moment avec le groupe, même si les images vous ont marqué, c'était quand même quelque chose de chouette parce que les copains et les copines étaient là pour pouvoir créer un cadre sécurisant et en faire un moment plus positif. Et puis il y a plein d'autres éléments aussi qui ont été étudiés, donc le contexte est vraiment très large et ça a une très grosse influence sur ce lien entre réseaux sociaux numériques et bien-être. Dans les autres choses aussi, il y a des grosses différences individuelles qui apparaissent dans l'utilisation des réseaux sociaux numériques, notamment les motivations, les raisons pour lesquelles on va dessus. Elles sont vraiment très diverses, hein. Ça peut être pour le côté social justement, et donc pour aller chercher de la validation, hein. J'ai vu ça tout à l'heure sur les slides. Ça peut être pour pouvoir avoir du soutien, ça peut être pour se tester, ça peut être pour faire de l'argent dans certaines mesures, ça peut être pour pouvoir avoir des conversations à l'abri du regard des adultes, qui est un enjeu quand même assez important à l'adolescence, etc., etc. Il y a plein de motivations qui sont différentes. Et tout ça va influencer comment on se sent et ça va influencer ce lien entre bien-être et réseau. Un autre élément, c'est la question du genre. La littérature met en évidence que, en moyenne, les femmes se sentent un peu moins bien quand elles utilisent les réseaux sociaux numériques que les hommes. Ça vaut la même chose pour les jeunes filles et les jeunes hommes. Et en lien avec ça, c'est aussi la sensibilité à l'effet de comparaison. Il y a des personnes qui vont avoir une tendance à se comparer plus fortement ou avoir des comparaisons plus ascendantes, c'est-à-dire à se comparer à des personnes dont ils ont l'impression qu'elles ont une meilleure vie, alors meilleure vie en fonction de leurs propres valeurs. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir des comparaisons plutôt équivalentes ou des comparaisons plus descendantes et donc se comparer à des personnes qui ont l'air d'être moins bien. Forcément, ça va pas jouer de la même manière sur leur bien-être. Puis il y a d'autres personnes qui sont tout simplement moins sensibles à se comparer aux autres. Et puis un autre élément qui a été redit par l'auteur tout à l'heure, c'est la sensibilité à ce qu'on appelle en anglais la FOMO, hein, c'est les initiales de Fear of Missing Out. Et en gros, c'est la peur de manquer quelque chose. Et donc, on a comme ça des jeunes et des moins jeunes, afin d'y le rappeler, qui ont vraiment cette impression que si ils et elles ne sont pas connectés, ben, ils sont en train de rater les meilleurs moments, les meilleures choses, et donc en train de passer à côté d'éléments vraiment importants pour leur vie. Ça se limite pas aux réseaux sociaux, hein, la FOMO, mais ça peut être accentué par cet outil-là. Et puis, il y a d'autres éléments aussi individuels sur lesquels je vais pas revenir. Et puis, le dernier gros point, c'est la relation avec les autres. Si en ligne, on est en train de vivre du cyberharcèlement parce que tout le monde est en train de se moquer de nous, ou bien si on découvre que quelqu'un a partagé des photos intimes sans notre consentement, ou bien qu'on est en train de subir du grooming avec des adultes qui essayent d'avoir des faveurs sexuelles sans qu'on les demande, ben forcément, les effets vont être négatifs. Là où quand les jeunes vont en ligne pour avoir du soutien, pour discuter avec les potes ou avoir des communautés d'appartenance, ça va pas être la même chose du tout, ça va être plutôt quelque chose qui va pouvoir être positif et même des fois contrebalancer des difficultés du quotidien. De la même manière, quand il y a des jeunes qui tombent comme ça sur du soutien professionnel, parce qu'il y a des professionnels des fois qui mettent du contenu en ligne et puis qui proposent une discussion, qui proposent d'être là quand il y a des problèmes. Je pense notamment à Child Focus avec leur forum à propos du harcèlement. Eh bien, ça va avoir des vertus plutôt positives, etc., etc. Et donc tout ça pour dire que la relation entre bien-être et utilisation des réseaux sociaux numériques, ben, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on a tendance à simplifier dans la plupart du temps. Et le temps d'écran en tant que tel, de plus en plus, la littérature semble indiquer qu'il vient plutôt renforcer ce qui se passe en ligne. Et donc si c'est du positif, ben, il vient renforcer le positif. Plus on passe de temps, plus c'est positif. Et si c'est négatif, eh bien il vient renforcer le négatif. Et plus on passe de temps, et moins bien on va se sentir. Il y a la bibliographie que vous aurez dans les slides si vous voulez. Et donc je rends la parole à Fanny pour la suite. Merci, je vais repartager mon écran. On est bientôt à la fin de la présentation et donc on va pouvoir échanger sur le sujet. Hop. Alors, hop. Je voulais d'abord vous remercier d'être aussi nombreux à notre événement de ce midi de la littérature. Je pense que le sujet résonne beaucoup avec d'une part des sujets d'actualité, mais aussi vous en tant que professionnel, probablement dans vos pratiques. Et donc, ce que je voulais faire, c'était surtout revenir sur le book-lap du début. Donc, je vais... Hop. Est-ce que vous voyez bien mon book-lap? J'espère que la technique fonctionne bien. Oui, super. Et donc, la première question, mais là, Maxime l'a abordée dans sa présentation, mais donc la part du bien-être qui est expliquée par l'usage des réseaux sociaux, c'est 1% ou moins d'1%.
Alors, pour la deuxième question, donc d'après vous, quel pourcentage de jeunes publient régulièrement au moins une fois par semaine sur les réseaux sociaux? Et là, je vous montrerai après le diagramme qui remontre la bonne réponse, mais qui aussi le met en perspective avec ce que font les jeunes sur les réseaux sociaux. Mais donc, la bonne réponse ici, c'était 20% des jeunes qui publient régulièrement au moins une fois par semaine sur les réseaux sociaux. Et je vais du coup... Oui, je vais vous partager le nuage de mots, comme ça on pourra revenir. Désolée, je fais des petites... Donc là, dans les réactions, on a principalement, je vois en grand, harcèlement, jugement, critique, moquerie, like, commentaires, validation, mais donc plutôt des choses à caractère négatif. Et donc, pour illustrer ça, je vais vous partager donc ça fait partie de la discussion, vous pourrez réagir par rapport à ça. C'est voilà, les données issues du rapport Génération 2024. Et donc, quelles activités réalisent les jeunes sur les réseaux sociaux au moins une fois par semaine? On voit qu'ils sont plus nombreux à regarder des photos ou des vidéos ou des stories qu'à publier. Donc, c'est quand même important de le souligner. Et par rapport aux réactions, hop, je change. Donc, dans les situations vécues après avoir publié des photos ou des vidéos, en fait, dans la très grande majorité des cas, 8 fois sur 10, en fait, ils reçoivent des compliments et des réactions positives. Et c'est que dans de plus rares cas qu'ils reçoivent des critiques et des réactions négatives ou avoir des sollicitations sexuelles non demandées. Et donc, ça rejoint les propos de Maxime tout à l'heure. Donc voilà, qu'il faut vraiment nuancer. Et cet effet de panique morale, elle se traduit beaucoup au travers des résultats que je viens de vous montrer, parce qu'on a souvent l'impression que les éléments négatifs ici, donc le fait de recevoir des critiques ou de d'utiliser de manière extrêmement intensive les réseaux sociaux sont problématiques, alors qu'en fait, la majorité des expériences vécues par les jeunes, elles sont plutôt positives.